On avance, aujourd'hui les perles, merci à toutes et à tous de m'avoir envoyé moult perles, merci beaucoup. On a du Yann Moix, on a un petit Carl Olive, ça a l'air d'être rigolo. Et évidemment, Jordan Bardella qui marque, semble-t-il, le plus merveilleux contre son camp de ces derniers mois. Voilà pour le programme. Écoutez, on va commencer avec cette petite perle de Thomas Soto apparemment, intervieweur pour RTL Matin notamment. Et alors là, c'est tout à fait surprenant, c'est tout à fait étonnant, chers amis, car regardez-moi ça. Arnaud Montebourg, il a fini de passer ses coups de fil. Souvenez-vous des coups de fil de 2022. Hein. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Il y a une dernière vidéo hilarante où Montebourg il fait une dernière vidéo où il fait bilan des opérations téléphoniques de la journée. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, au téléphone, il a dit non. Il est toujours là, regardez. Apparemment, c'est drôle et subreptice et ça concerne plutôt Thomas Soto, l'intervieweur, qu'Arnaud Montebourg, l'interviewé. Arnaud Montebourg, pourquoi vous avez renoncé à la politique? Parce qu'elle ne peut plus changer la vie? Non, mais moi j'ai fait mon temps. Non, mais est-ce que vous y croyez encore? Je vous demande pas si vous allez revenir, machin, on s'en fout. Mais est-ce que c'est parce qu'elle ne peut plus changer la vie, la politique? C'est rigolo. Ça fait du bien de voir un journaliste dire ce qu'il pense. C'est vraiment horrible. En plus, il est de mauvaise foi, Thomas Soto, parce que genre, là, Arnaud Montebourg, la réponse, elle était dans les clous. C'est sa question qui était pas claire, il est gonflé. La réponse dans laquelle s'engage Arnaud Montebourg, tu peux pas le lui reprocher. T'as le droit de répondre à la partie « Est-ce que vous avez renoncé à la politique ?» Il y a une question relativement floue qui concerne à la fois sa carrière et la capacité qu'a encore la politique de changer les choses. Il décide de répondre d'abord sur sa carrière. Je pense que on peut pas lui reprocher. Et derrière, il se prend un tacle à la gorge. Ça, on s'en fout. Pour remonter en généralité. Tu vois bien quand même que dans l'espace médiatique français, il y a deux catégories de responsables politiques. Ceux que tu peux traiter de manière vigoureuse, impitoyable, exigeante, voire irrespectueuse. Et les autres, quoi. Je me suis réjoui par exemple de la manière dont a été traité Éric Ciotti dans C'est à vous. Et là, de la même manière, Thomas Soto qui coupe brusquement un politique qui s'engage dans une réponse qui est effectivement une réponse assez classique, non pas de langue de bois, mais un petit peu quand même. C'est pas si désagréable de voir ça, mais on souhaiterait que tous les responsables politiques soient traités de la même manière. On aurait pu espérer que les responsables macronistes soient soulignés dans leurs autocontradictions, voire dans leurs contradictions flagrantes du réel, avec autant de ferveur que l'a été Éric Ciotti, etc., etc. Après, là, oui, Thomas Soto, il s'est peut-être levé du mauvais pied. On a réussi à fâcher Thomas Soto. Bon, bah, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, Arnaud. Hein. N'oubliera pas de lui envoyer un message téléphonique en lui notifiant tes amitiés. Il a dit non. Dès 2011, Le Maire avait révélé la terrible vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez-moi ça. Bruno Le Maire, il y a 13 ans, 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur le plateau du Grand Journal, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Ah oui, il était ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. À quelle époque on ramasse les poires? Ah, terrible, terrible. On lui fait une interview. Est-ce que tu es compétent? Monsieur le ministre, c'est vous le patron? Les comices ou les autres? Donnez-moi une saison, au moins, je vous Des aide. poires Guyot? Bon, non. Il veut montrer qu'il connaît plein de poires. Je vais vous montrer une photo, j'espère que vous allez gagner cette fois-ci. La race de cette vache, Aïe. c'est une blonde d'Aquitaine. Ah là. C'est terrible parce qu'il est prisonnier en plateau, il peut pas s'échapper, là, il va subir jusqu'au bout, c'est terrible. Ça se passe très bien. Mal éclairé, là. Ah, une autre photo, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle cet engin? Un tracteur. Ah non, ça, Un épandeur. ça ressemble au tracteur que j'ai offert à un de vos collègues il y a pas très longtemps. Oui. Ouais, qui va... Mais non, c'est pas un tracteur, tu le vois. C'est un monster truck. Absolument, Yann Barthès, on va voir tout à l'heure. Mais il est un peu surélevé. Ouais. C'est un Donc, enjambeur, absolument, Pierre Prieur. Ouais, bah un monster truck, quoi. Franchement, un enjambeur, un monster truck, potato, quoi. C'est pour les vignes ou les... C'est pour les vignes. Non, pas que pour les vignes, si. C'est un enjambeur. Si. S'en servir pour autre chose que pour les vignes. Vous savez, On peut s'en servir pour rentrer chez soi éventuellement, mais c'est quand même plutôt pour les vignes. Vous faire écouter un petit cri d'animal. Ça, c'est un Pokémon, ça. Ça c'est un Chrysacier, ça. Ça, c'est sûr, c'est un Chrysacier. Non, mais c'est un Chrysacier, c'est pas un dindon. C'est pas moi. non, vous ne faites jamais le dindon. Jamais. Voilà, c'est le lardon. Vous êtes celle de la farce. Ah là, c'est Allez, dur. un Je suis dernier. désolé. Un dernier. On va changer de ministre de l'Agriculture. Dernière- Pierre Prieur. Oh là, c'est terrible. Hein. Attendez, on va C'est voir. une Avec la proposition que dernière je fais ce question, on soir. va voir. Dernière question. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est... En mètres. Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000, Ça aide pas beaucoup. c'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 10 000 Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 Bien mètres. Ah ouais, quand même, ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Ah ouais.
Effectivement, j'ai envie de dire, on comprend mieux. Attendez, parce que est-ce que c'est pas le moment? J'ai pas vu cette vidéo, mais on m'en a parlé, j'en connais l'existence. Bruno Le Maire, l'homme du déficit, l'homme qui ne sait pas ce que c'est qu'un hectare, l'homme qui ne sait pas calculer 100 fois 100. Bruno Le Maire, auditionné par la commission des finances du Sénat pour s'expliquer sur le dérapage de l'économie. Quand on me dit qu'on a trouvé un déficit à moins de 3% en 2017 quand je suis arrivé ministre des Finances, non. Nous avons fait repasser le déficit français sous les 3% en 2018 en prenant des mesures courageuses dont personne ne voulait. Tout le monde sait que c'est faux, hein, d'une part. Le déficit, même s'il n'était pas en dessous de 3%, il n'était pas à 6% non plus. Et surtout, il faut toujours rappeler que les mesures économiques, elles prennent un temps. Et c'est bien normal avant de porter leurs fruits. Donc si le déficit passe sous les 3% en 2018, après quelques mois seulement d'administration Macron, c'est au moins en partie du fait des décisions de François Hollande. Quand on me dit que le déficit pour 2024 sera à 6,1%. C'est le choix du gouvernement actuel. Sachez-le, si les finances de la France ont à ce point dérapé, c'est à cause de Michel Barnier. Et si vous vous demandez comment Michel Barnier et ses ministres ont fait pour avoir un tel impact sur les finances de la France, alors même que le déficit projeté à 6%, on le connaît depuis cet été et que Michel Barnier n'est en poste que depuis septembre, si vous vous demandez par quel miracle Michel Barnier, alors qu'il n'était pas Premier ministre, et ses ministres, alors qu'ils n'étaient pas ministres, ont pu avoir un impact sur le budget de la France, eh bien, la raison est simple, c'est parce que c'est Bruno Le Maire qui le dit. Est-ce qu'on peut pas dire que son incompétence en mathématiques explique peut-être ses piètres résultats économiques et que, en même temps, son incapacité assez élémentaire à distinguer le futur du présent du passé explique peut-être aussi le fait qu'il ne soit pas encore, ça pourrait venir, mais qu'il ne soit pas encore un auteur tout à fait reconnu par ses pairs. Est-ce qu'on peut se dire que peut-être, en fait, il y a derrière tout ça, au fond, une sorte de cohérence dans ce qu'on pourrait appeler une forme de médiocrité générale. Voilà. Voire d'incompétence absolue. Allez, c'est parti. Vous l'attendez, Jordan Bardella sur BFM TV. Vous avez été 1 million à m'envoyer la séquence sur tous les réseaux. Je me la suis gardée avec gourmandise pour la découvrir à vos côtés. Pour bien comprendre comment vous choisissez ceux qui travailleront à vos côtés si vous devenez Premier ministre, puisque vous nous avez confirmé que vous avez toujours envie de l'être. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. Ah, nous on voit pourquoi ça pourrait mal se passer. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Donc il y a des gens qui, par duperie, dissimulent un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Déjà là c'est marrant, parce que là il parle pas de Marine Le Pen encore. Le vrai problème, c'est pas seulement le casier judiciaire vierge. Le vrai problème, c'est l'ensemble des candidats et candidates absolument désastreux, catastrophiques, avec précisément l'orsaillie raciste, antisémite, explicite en ligne, que les journalistes ont mis quelques heures à peine à retrouver. Ça ne nous dit pas ce qui se passe à partir de maintenant. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Aïe. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, un appel. La phrase n'a pas de sens. Oui, bien, hein, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Déjà non. Ensuite, de la part d'un parti accusé à juste titre, me semble-t-il, de racisme, se vanter d'être plus blanc que blanc, je suis pas sûr que ce soit à leur avantage. Après, du coup, peut-être que justement, c'est ce qu'attendent leurs électeurs et leurs électrices. Si l'appel confirme la première sanction, la détresse, et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais ça, c'est la pétition de principe. Mais si elle est condamnée. Ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Mais Marine Le Pen est innocente, monsieur Switek. Très bien.
c'est évidemment le contre son camp. Il y a quand même ici un petit moment jouissif. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Là déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est là que tu te dis que Maxime Soutek, il a bien réagi. Il n'y avait pas de relance prévue, c'est-à-dire que c'est pas un piège de BFM. BFM, ils l'ont pas pensé comme ça, là tu le vois clairement. BFM, ils n'ont pas pensé à l'avance. On leur pose la question sur le casier et ensuite on relance sur Marine Le Pen. Et c'est Maxime Soutek qui se dit attends. Le moment délicieux, c'est vraiment ça. Si, avec des si, il y a un appel. C'est le bug système. Si, avec des si, il y a un appel. Ça me rappelle la vidéo d'une des candidates RN aux dernières législatives à qui on pose une question sur les services publics. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? Et là, t'as une candidate qui regarde à gauche à droite qui fait immigration. En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est la même chose. À toutes les questions politiques, ils répondent en un mot, l'immigration. Et à toutes les questions judiciaires, ils répondent en un mot, l'appel. Je pense pas du tout que ce soit calculé, même si, effectivement, cette sortie de route, entre guillemets, de Jordan Bardella l'avantage directement. Puisque si Marine Le Pen n'est plus en position de se présenter, c'est lui qui est le prochain sur les rangs. Jordan Bardella le sait qu'il ne doit absolument pas donner l'apparence d'être déloyal à l'égard de Marine Le Pen. Et donc je pense que là vraiment il se prend lui-même à son propre jeu. Je pense que c'est pas du tout calculé, c'est vraiment un contre son camp quoi. On va aller voir Maxime Soutek avec Marine Le Pen. Le Rassemblement national, depuis des années, demande à ses candidats leur casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Il sera valable pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Mais qui sera valable pour tout le monde, quoi qu'il arrive, évidemment. L'extrait de casier judiciaire réservé aux particuliers, le bulletin numéro 3, comporte les condamnations les plus graves ainsi que les peines privatives de droit. Donc c'est les condamnations inférieures à 2 ans sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention. Alors pour le coup, si les juges sont un peu malicieux, ils peuvent tout à fait condamner Marine Le Pen sans peine d'inéligibilité mais en exigeant la mention sur le casier judiciaire. Ce serait pervers mais c'est possible. Marine Le Pen a raison, pas d'une manière générale mais en l'occurrence, si jamais elle est condamnée dans cette affaire, vraisemblablement que ça ne figurera pas sur le bulletin numéro 3. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un peu sorti les rames. Voilà. C'est une forme de sophisme qui porte un nom assez rigolo qu'on appelle le sophisme du vrai écossais. Ça consiste à émettre une règle générale pour ensuite écarter un cas qui viendrait contredire cette règle générale à des motifs arbitraires. Ça consiste à dire la chose suivante: tous les Écossais mange du pudding au petit déjeuner, c'est bien connu. Et bah écoute, moi, mon oncle Angus, qui est écossais, franchement, déteste le pudding et il en mange vraiment pas au petit déjeuner. Oui, mais ça, c'est parce que ton oncle Angus, ça n'est pas un vrai écossais. Et c'est un peu ce que commet ici Marine Le Pen. La règle pour le Rassemblement national, c'est que si on veut se présenter au titre du Rassemblement national, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Bah oui, mais Marine Le Pen, elle risque d'avoir un casier judiciaire qui serait pas vierge. Oui, mais je parlais évidemment du bulletin 3 du casier judiciaire qui ne concerne pas Marine Le Pen. Le refuge, en tout cas, je pense qu'il sera audible par leurs électeurs et leurs électrices. Ça change pas ce que je vous dis depuis une semaine, c'est que je pense que les électeurs et les électrices du Rassemblement national n'en tiendront pas rigueur à Marine Le Pen. Le RN, ils ont tellement répété ad nauseam qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel, même si c'est faux, que c'est devenu vrai. À un moment donné, les soutiens d'un candidat ou d'une candidate finissent par croire davantage ce que répète ad nauseam le candidat ou la candidate en question plutôt que les arguments rationnels, rigoureux, établis par la presse. Le refuge qu'ils ont trouvé, est-ce qu'il est rigoureux? Je vous laisse le soin d'en juger. Est-ce qu'il est efficace? Je crains qu'il le soit. Et je crains que ça suffise à leur permettre de passer outre une condamnation éventuelle de Marine Le Pen sans peine d'inéligibilité pour quand même soutenir qu'elles doivent être leur candidate à la prochaine présidentielle. L'air penaud de Jordan Bardella quand il se fait prendre la main dans le sac en se rendant compte qu'il est en train d'ériger une règle qui pourrait priver Marine Le Pen de la capacité à se représenter, ça vaut quand même tout l'or du monde. Le fait est qu'ils s'en sont sortis avec cette histoire d'extrait numéro 3 du casier judiciaire. Je pense que cette séquence, c'est un petit plaisir éphémère. Je crois pas du tout que ça aura des conséquences sur le long terme pour le Rassemblement national. Nous verrons, l'avenir évidemment le dira. Est-ce que vous vous souvenez de Carl Olive? Et je vais vous quitter avec un petit coup de trompette. Ancien maire de Poissy, actuel député, ancien LR passé chez Macron. Carl Olive, c'est intéressant, on l'avait vu sur cette chaîne lors des dernières perles. Souvenez-vous, il disait qu'il fallait interdire LFI et mettre Jean-Luc Mélenchon en fiche S. Et quand on lui demandait pour quelle raison, il n'arrivait pas à répondre. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi, nom de Zeus? Eh bien, incroyable mais vrai, il vient d'être condamné à 8 mois de prison avec sursis. On a pris une branlée. Pour prise illégale d'intérêt
durant son mandat municipal. Son avocat a annoncé faire appel de cette décision, il est donc toujours présumé innocent. Le tribunal a jugé Carl Olive coupable d'avoir commis des faits de prise illégale d'intérêt en participant au recrutement de l'actuel directeur de la jeunesse et des sports à Poissy dans des conditions reposant sur un montage permettant de s'affranchir des règles de nomination de la fonction publique et d'avoir attribué au père de celui-ci un logement de fonction dont la redevance était sous-évaluée. Tiens donc, il s'est contenté de tweeter ça. Jugement du tribunal de Versailles, : mon communiqué. Je sors la tête haute et droite, point. Avec honneur, point. Avec la détermination de l'élu engagé, pragmatique et passionné que j'ai toujours été, point. 10 ans de procédure pour 2 décisions prises 2 mois après mon élection comme maire en 2014 et concernant 2 agents. Bah et alors? Non mais j'apprenais, c'était le début. Non mais j'étais en stage. Aucun enrichissement personnel, aucun détournement de fonds publics. Bah enrichissement personnel, c'est ce que je vous disais. À chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire, les responsables politiques commencent toujours par préciser aucun enrichissement personnel. C'est ce qu'on a vu en parlant de Marine Le Pen. Je vous disais, c'est le résultat des travaux de Pierre Alascoum. Les responsables politiques savent, ou du moins pressentent, que ce que les électeurs et les électrices ne pardonnent pas, c'est l'enrichissement personnel. Par contre, jouer un peu avec les règles, s'affranchir de quelques normes dans l'attribution des marchés publics, bon, en France, ça passe. Je le dis en le déplorant. Donc vous voyez, c'est toujours la première chose qui est précisée. Par contre, aucun détournement de fonds publics. À partir du moment où tu attribues un logement de fonction avec un loyer sous-évalué, c'est du détournement de fonds publics, puisque c'est un manque à gagner pour la commune. 2 décisions qui, votées en conseil municipal comme des milliers d'autres, n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque remarque du contrôle de légalité de la préfecture. Bah oui, mais du coup, là, maintenant, il y a une procédure de justice. Donc, ça compte pas. D'une quelconque irrégularité du centre interdépartemental de gestion. Oui, mais là, il y a un jugement en justice, là, maintenant. Les 2 garde-fous des collectivités, pas plus que du directeur général des services de la mairie, du DRH, de la directrice juridique, qui ont toujours fait un travail remarquable. Ah, grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'ils savaient pas. La confiance n'est plus le préalable à la défiance. Hein? Mais elle veut rien dire, cette phrase. Et je le regrette profondément. Et le renoncement des élus gagne du terrain chaque jour. Ouais, grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est il a pris une décision, il savait pas qu'il avait pas le droit. Du coup, maintenant, il est condamné, mais il pouvait pas le savoir. Et donc, si on commence à condamner les élus pour ça, eh ben, ça va être terrible, puis personne ne voudra être maire. Je fais appel de cette décision. C'est une question de principe, même si aucune peine d'inéligibilité ni amende n'a été prononcée. T'as été condamné à la prison, Karl. De la prison avec sursis, Karl. Alors certes, il n'y a pas de peine d'inéligibilité, pas d'amende, mais il y a de la prison avec sursis quand même, hein. Ça fait pas super sur un CV. C'est toujours pareil. Les lois doivent être appliqués avec la plus grande sévérité aux délinquants, mais pas à eux. Alors attendez, c'est quoi l'affaire? Parce que là, on n'a pas trop vu l'affaire, cela dit. Donc, l'élu a été jugé coupable d'avoir commis des faits de prise illégale d'intérêt en participant au recrutement du fils de l'ancien directeur général adjoint des services de Poissy en tant que directeur de la jeunesse et des sports de la ville, dans des conditions reposant sur un montage permettant de s'affranchir des règles de nomination de la fonction publique. Non mais il se fout de la gueule du monde. Il a recruté le fils de son pote, et il l'a fait avec un montage qui lui a permis de s'affranchir des règles de nomination. Donc le gars te dit, bah j'étais pas au courant, mais je savais pas. C'est un montage! L'ancien édile a par ailleurs attribué au père un logement de fonction dont la redevance était sous-évaluée. Mais j'étais pas au courant, monsieur le juge! Lors de l'audience, la procureure de la République avait dénoncé une forme de népotisme de monsieur Carl Olive, condamné par les règles de la fonction publique territoriale, motivé par les liens d'amitié entretenus avec ses co-prévenus. Voilà, et ça veut interdire LFI. De toute façon, c'est sans doute de la faute de Mélenchon. De toute façon, en vrai, c'est sans doute de la faute de Mélenchon. Voilà. Je pense que derrière tout ça, il y a Mélenchon. Sans doute que les juges étaient mélenchonistes, extrême gauchisés, membres du Wokistan. C'est sûr, c'est la faute de Mélenchon. Il faut bien sûr aller écouter Yann Moix. Apparemment, c'est agaçant. J'aimerais bien voir s'il y a une corrélation entre une grève à la SNCF et le nombre de morts sur la route. Oui. Car il est évident que lorsque les trains ne sont pas en marche, il y a des gens qui meurent plus sur la route que d'habitude. Oui, c'est des statistiques. Donc les gens qui... Ah ouais, non mais là c'est pas possible. Non mais là c'est pas possible. Là faut arrêter le massacre. Mais pour lui, hein, s'il y a des cheminots grévistes parmi vous, vous êtes des meurtriers et des meurtrières puisque avec vos grèves vous entraînez des morts sur la route. Socrate boit du lait, les chats boivent du lait, Socrate est un chat. C'est vraiment ça. Hein. Alors attends, on va aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas que ça quand même. Ils font grève là. Non seulement sont des lâches qui nous prennent en otage, mais sont des assassins. Ah d'accord, il le dit. J'avais pas besoin de faire la conclusion à sa place, il va au bout. D'accord. Déjà, c'est fallacieux. Tu fais grève, oui, pour défendre tes acquis, tout à fait. Comme le droit t'en donne précisément le droit. Et les conséquences derrière que cela entraîne, s'il y a un accident, a priori, les responsables, c'est les conducteurs et les conductrices. C'est pas les grévistes qui défendent simplement leur droit de grève. Mais c'est quand même fou de devoir le rappeler, mais bon. Mais alors, j'aimerais quand même qu'on revienne. Vous l'avez peut-être pas vu passer, mais vous allez voir.
Écoutez bien. J'aimerais bien voir s'il y a une corrélation entre une grève à la SNCF et le nombre de morts sur la route. J'aimerais bien voir si. Donc on est d'accord qu'il n'a pas été regardé. S'il commence sa phrase comme ça veut dire je n'ai pas été regardé. Car il est évident que lorsque les trains ne sont pas en marche, il y a des gens qui meurent plus sur la route que d'habitude. On est parti d'une interrogation, j'aimerais bien voir si, vers un argument par le bon sens, car il est évident que s'il y a moins de trains, les gens meurent plus sur la route. Déjà non. Ce qui est probable, c'est que s'il y a moins de trains, il y a plus d'embouteillages. Mais il n'est pas du tout sûr que s'il y a plus d'embouteillages, il y a plus de morts. Dernière étape. C'est des statistiques. C'est des statistiques. C'est vraiment le PMU, mesdames, messieurs, le PMU, hein. Source T4 et frères. J'aimerais bien voir si, car il est évident que ce sont les statistiques. Et alors derrière, il finit. Donc les gens qui font grève là, non seulement sont des lâches qui nous prennent en otage, mais sont des assassins. C'est indigne, c'est lamentable, éthiquement et moralement indigne, intellectuellement lamentable. C'est Yann Moix, quoi.